Nous sommes résolument techno-optimistes. Planck, c'est le bruit que fait un électron pulvérisé. Il y a un truc violent qui se passe, quoi. Tu vois, 135 degrés. C'est un candidat particulièrement, je crois que c'est du jamais vu en Europe, là, dans l'époque contemporaine. C'est pas la peste noire, en fait, qui vous a tous flingués, c'est votre bouffe. Alors, le super noir, qu'est-ce que c'est ? Bonjour et bienvenue à bord de l'Occident Express, une émission qui va vous transporter à travers l'Europe et vous faire découvrir ses richesses, ses mystères, sa beauté. Cette émission réunit un panel de chroniqueurs braves installés partout en Europe. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les Braves, n'hésitez pas à visiter le site lesbraves.org. Pour ce troisième voyage, on vous emmène dans l'Europe du futur. On entend beaucoup parler en ce moment du déclin inexorable de l'Europe. C'est la guerre, c'est la ruine, c'est le grand remplacement. Eh bien non, ici, à l'Occident Express, nous savons que le feu du génie européen couve sous les cendres. Nous sommes résolument techno-optimistes et nous allons vous montrer comment en Europe, on innove, on invente, on se prépare pour les années et les siècles à venir. Alors, en voiture, installez-vous confortablement en première classe et laissez-vous transporter. Maintenant que vous êtes à bord, chers voyageurs, l'équipage va passer dans les couloirs pour se présenter. Les chroniqueurs, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous nous rappeler qui vous êtes, où vous êtes installés, et très important, point météo, quel temps il a fait chez vous aujourd'hui. Allez, direction le Grand Nord, on commence par la Norvège, chez Ubi, Godkveld. Gugfell. Salut, donc moi c'est Ubi, 37 ans, papa de 4 enfants, qui vit la belle vie dans le nord. Il fait beau aujourd'hui et pour les jours à venir. La fête nationale approche et tout s'annonce merveilleusement bien. Tac, Ubi. Le train du futur va également passer en Suisse aujourd'hui. Grüezi, Lucius. Grüezi miteinander. Ça veut dire bonjour en suisse allemande. Donc moi c'est Lucius, j'ai 34 ans, alors je suis pas en Suisse allemande, mais en Suisse romande, la partie francophone, dans le sud de la Suisse, on pourrait dire. On parle toujours du sud de la France, mais on parle pas du sud de la Suisse. Ils ont un accent sympa dans le sud de la Suisse, ça me fait penser à quelque chose. Non, c'est plutôt comme ça l'accent du Valais. Alors la météo c'est un peu compliqué le printemps toujours en Suisse parce que un coup il fait 10 degrés, le lendemain 27, le surlendemain 10 degrés, donc voilà. Et à ce propos, durant la semaine de Pâques, il y a la région du Simplon dans le Haut-Valais qui s'est ramassé un record de 2,50 m de neige en 48 heures, record absolu qui bat le record déjà absolu de l'année passée. Donc pour la Suisse, ça sera l'émission de tous les records aujourd'hui, vous allez voir. Le réchauffement climatique, ça passera pas par la Suisse. Justement, j'avais un message qui s'adresse aux glaciers, pas les vendeurs de glace, les autres. Vous avez intérêt à arrêter de fondre puis à rallonger cette année. Vous avez assez de neige comme ça. Voilà. Danka, Lucius. Danke vielmals. On va également passer en gare de Roumanie. Bună seara, Bogdan. Bună seara, Pax. Bună seara à tous mes compagnons de voyage et à tous les auditeurs. Donc moi c'est Bogdan, j'ai 50 ans, 3 enfants, et d'ailleurs félicitations à Ubi pour ses 4 enfants, c'était mon rêve. Je suis exilé en Roumanie depuis 5 ans et bientôt, peut-être, je l'espère, citoyen roumain, car j'aime ce pays au moins autant que la France. Alors du point de vue de la météo, il a neigé à Bucarest et dans tout le pays jusqu'à mi-avril. Et en ce moment, la météo est vraiment incertaine. On alterne des jours à 25, 28 degrés, une chaleur qui est presque déjà difficile à supporter, et certains jours avec des grosses averses, parfois des averses de grêle qui font de gros dégâts et des vents très violents. Bref, on attend que le printemps s'installe vigoureusement. Mulțumesc, Bogdan. Mulțumesc. Mulțumesc, Bogdan. Direction le soleil le soleil peut-être, avec Drongo au Portugal.
Boa noite. Boa noite. Bonus, mais en fait, on dirait plutôt Botard, parce que bonus, c'est uniquement quand réellement le soir est tombé. Quand il y a plus de, le soleil s'est couché, en fait. Oui, alors partout en Europe, le soleil s'est couché, hein, à part peut-être chez toi, mais... Le Portugal est très à l'ouest. Ouais, c'est pour ça. Eh bien, à vrai dire... Attends, il fait nuit là chez vous? On est entre chien et loup au Luxembourg, la nuit est vraiment en train de tomber. Ah ouais. À vrai dire... En Norvège, il fait beau. À vrai dire, il fait encore plein jour, pour être honnête. Je suis Drongo, un jeune ingénieur en informatique qui vous servira de guide au Portugal. Portugal où il fait, pour changer, beau. Donc 21 degrés aujourd'hui avec un ciel dégagé. Obrigado, Drongo. Et pour finir, nouvel arrêt, nouveau chroniqueur, arrivé en gare de la Pologne avec Franck. Dzień dobry, Franck? Tak, dzień dobry, panowie. Franck, 36 ans, 3 enfants. J'habite dans le sud-ouest de la Pologne, une région qui s'appelle la Silésie, donc qui est vraiment au carrefour des cultures allemandes, polonaises et tchèques. Une région qui a un peu changé de main au cours de l'histoire, donc très riche culturellement. Et voilà, je suis installé en Pologne maintenant depuis 2 ans et demi. Dziękuję, Franck, et bienvenue à bord. Dziękuję. Quant à moi, Apax, 47 ans, marié, 2 enfants, et je représente le Luxembourg. Maintenant qu'on est au complet, passons à notre première rubrique, le coup de rétroviseur, et revenons sur l'émission précédente que je vous invite à écouter ou réécouter sur le site YouTube des Braves. Pour rappel, lors de l'émission précédente, nous avons fait le concours du couple le plus glamour d'Europe. Nos auditeurs ont voté, et ils ont tranché. Les couples les plus glamour d'Europe sont le couple de Roumanie et le couple de Norvège. Ouais! Bravo. Bravo à vous, Bogdan et Ubi, de nous les avoir présentés. Comme promis, un des votants sera tiré au sort et gagnera un prix sympathique. Public à bon goût. Le public a choisi un jeune couple. C'est vrai que le couple de Norvège était frais, était beau dans des habits de lumière, des habits traditionnels, et le couple roumain l'était également. Alors, ça n'était pas un couple anonyme, et c'est peut-être ce qui rend le couple norvégien encore plus sublime, mais le couple roumain qui représentait, pour moi c'est une grande fierté d'avoir co-gagné ce prix, c'est que c'est l'avenir de la Roumanie. Un jeune couple beau, élégant, qui a des enfants et qui œuvre pour l'avenir du pays. Ouais, peut-être que nos auditeurs sont sensibles à la jeunesse et à la tradition, finalement, une sorte d'archéofuturisme. Donc, En parlant de fraîcheur, qui est-ce qui avait présenté un couple de 70 ans déjà? Ouais, j'avais misé sur des vieux chevaux et bon bah ça a pas, pour le Luxembourg ça a pas fonctionné. Et pas toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Je vais me rattraper pour l'innovation du siècle. Ok, passons à la deuxième rubrique, le kiosque, et nos chroniqueurs vont nous dire de quoi on parle en ce moment chez eux. Bah tiens, par exemple, quelle est l'actu chez toi, au Portugal, Drongo? Alors, comme vous vous en doutez peut-être, je vais vous parler du fameux blackout géant qui a touché toute la péninsule ibérique. Alors, le 28 avril 2025, une panne électrique d'origine encore inconnue a plongé l'Espagne et le Portugal dans le noir pendant une dizaine d'heures, plus en fonction des endroits parfois. Et donc, cette panne a paralysé évidemment les trains, les feux de circulation, de signalisation, et bien sûr toutes les communications, Internet, mais aussi le réseau cellulaire classique, c'était terminé. Alors, au Portugal, les habitants, enfin, pour ceux qui n'étaient pas coincés dans des ascenseurs ou pire dans des manèges de fêtes foraines, parce qu'on a quand même eu quelques morts avec des événements de ce type, les habitants ont profité du calme pour improviser des barbecues sur les terrasses et partager des grillades ou des rires entre voisins. À Lisbonne, en centre-ville, les restaurants ont sorti les bougies et comme ils ne pouvaient plus en fait faire cuire la viande ou la nourriture, ils ont tout simplement servi du vin toute la soirée à la lumière des bougies. Et ensuite, plus tard, dans la soirée, quand le courant est revenu,
on a entendu des applaudissements et des cris de joie retentir par la fenêtre. C'était assez marrant. Il y avait un côté, il y avait un côté joyeux et finalement, ça s'est pas si mal passé. Bon, il faudra quand même tirer des leçons de cet enseignement parce que c'était la plus grosse panne d'électricité qui n'a jamais eu lieu en Europe, il me semble. D'après les infos qu'on ait, ça viendrait d'un problème de fréquence qui a démarré en Espagne. Enfin, bon, je laisserai les experts analyser la situation. Et pour ma part, c'était mon premier jour dans un nouveau travail. C'est vrai que c'était un premier jour original. Alors des bougies dans les restaurants, des barbecues sur les terrasses. Est-ce que finalement, le temps d'une journée, le Portugal n'a pas retrouvé le goût du fado? Bah oui et non, parce que le fado c'est un type de musique et là Ah oui, donc en fait rien à voir. C'est que 2 notes de musique, ça. Fado. Ah, joli, vraiment pas mal. Merci Drango. Franck, de quoi on parle chez vous pour ton baptême de l'air, enfin pour ton baptême du rail plutôt? Eh ben, chez nous, c'est les présidentielles qui arrivent, donc comme d'autres pays en Europe. Actuellement, on est en pleine campagne présidentielle. Premier tour le 18 mai, deuxième tour le 1er juin. Les présidentielles n'ont pas l'importance des élections législatives puisque le président a un rôle plutôt symbolique, on va dire, en Pologne, avec un point important, c'est qu'il a la possibilité de mettre un veto sur chaque loi. Donc, il peut théoriquement, pendant son mandat de 5 ans, bloquer les lois et il n'y a pas de possibilité de contourner son veto. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Mais à part ça, c'est purement symbolique. Et la campagne est particulièrement virulente, comme on pouvait s'y attendre, puisqu'on a un affrontement très fort entre le camp libéral, donc qui est le camp du Premier ministre Donald Tusk, qui est incarné par le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui aujourd'hui est en tête dans les sondages et a de très grandes chances de l'emporter dans quelques semaines. Et en face, on a une droite totalement divisée, puisqu'on a aujourd'hui pas moins de 6 candidats à droite. Et quand je dis droite en Pologne, le parti le plus mou à droite, c'est l'équivalent de Reconquête en France. Donc c'est le PiS. Donc on est déjà sur une droite assez dure. Donc ça va être le parti que vous voyez sur l'écran à 25,8%, avec un candidat qui a eu un coup de pouce surprenant. La semaine dernière, il a été invité dans le bureau ovale par Donald Trump, qui l'a officiellement soutenu et qui a donc posé pour la photo avec lui en disant vous allez gagner, la Pologne a besoin de vous et les relations polono-américaines seront meilleures avec vous. Donc effectivement, dans un pays comme la Pologne, qui est le plus américanophile en Europe, c'était un très bon point. Sauf que entre-temps, donc ça c'était la semaine dernière, et dès le début de cette semaine, un scandale est apparu, a été révélé par le camp libéral sur la vie personnelle de ce candidat, qui aurait en gros escroqué une personne âgée de son entourage dans le cadre d'un contrat de viager immobilier. Donc une sale histoire qui vient de ressortir. Heureusement, le sondage que vous avez vu juste avant à l'écran a été réalisé aujourd'hui et hier après-midi. Donc c'est le seul sondage qui est sorti depuis le scandale, en plus pour une chaîne, un média plutôt de gauche, donc pas favorable, on va dire, au camp de droite. Les résultats ne sont pas terribles pour le deuxième tour. Il a perdu 3 points, donc il est passé de 48 à 45 au deuxième tour. Donc l'écart s'est creusé avec le candidat libéral, mais c'est moins catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer. Ensuite, la droite a en fait beaucoup de, comme je disais, il y a 6 candidats à droite, donc il y a beaucoup de réserves de voix pour le deuxième tour. Si on additionne les voix des 6 candidats, on est un peu plus de 48%. Donc si on a un bon report des voix sur le candidat du PiS, qui est le seul aujourd'hui capable de se qualifier et de battre le candidat libéral, on devrait pouvoir théoriquement, en tout cas, être proche de l'emporter. Donc l'espoir reste permis, mais bon, bien évidemment, aujourd'hui, les libéraux, grâce à Tusk, on le vend en poupe en Pologne. Tusk est dur à attaquer pour la droite parce qu'il mène une politique qui finalement n'est pas très à gauche et donc il est assez ferme sur les questions migratoires. Il n'a pas bougé d'un iota sur les questions LGBT, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. La seule chose qu'il veut vraiment faire et que son candidat au présidentiel souhaite vraiment mettre en place, c'est une libéralisation de l'avortement. Alors on ne sait pas dans quelle mesure, c'est pas très clair si ce serait un avortement entre guillemets légal, quelle que soit la raison, jusqu'à un nombre de semaines comme on l'a en France.
ou au moins relégaliser l'avortement en cas de viol ou de malformation de l'enfant, qui a été interdite. Tout ça a été interdit par le gouvernement du PiS précédemment en 2020. En tout cas par le Conseil constitutionnel qui a été mis en place par le PiS. Donc ça serait vraiment l'avancée sociétale de gauche majeure, enfin de gauche libérale on va dire, en cas de victoire du camp centriste. Après, un fait notable quand même pendant cette campagne, c'est qu'on a une extrême droite polonaise. Alors l'extrême droite polonaise est particulièrement radicale. Là, je crois que c'est inégalé en Europe aujourd'hui, divisé avec différents candidats et qui, pour la première fois, face au PiS, commence à s'imposer et à apparaître comme des challengers, notamment le parti Confederacja, donc un parti qui souhaite interdire d'accès à la Pologne tous les citoyens de pays musulmans, qu'ils soient touristes, étudiants ou travailleurs. Donc c'est quand même des mesures assez radicales. Un parti qui est très conservateur au niveau sociétal, mais également libertarien au niveau économique. Là, il était monté à 20 points dans les sondages, il a un petit peu baissé, il devrait finir autour de 15%, mais ce qui est déjà pour un parti de cette ampleur, de ce niveau de radicalité déjà assez inédit au niveau européen. Et on a des petits candidats de droite radicale qui font parler d'eux, notamment un certain Grzegorz Braun, qui est député européen Confederacja, exclu du parti pour avoir voulu se présenter contre le candidat officiel du mouvement lors de ces élections. 4% dans les sondages, et alors lui est carrément antisémite ouvertement. Il ne parle que de ça quasiment dans ses interventions à la télévision, et il brille par des coups d'éclat médiatiques. Par exemple, il est allé séquestrer une gynécologue juive qui soupçonne de pratiquer des avortements clandestins. Donc il a séquestré physiquement devant les caméras. Il avait invité bien sûr les médias avant d'y aller. Donc il est dans son bureau, il a séquestré physiquement pendant 1 heure avant que la police vienne la libérer. Des coups d'éclat comme ça qui du coup l'ont fait monter à 4% dans les sondages, des points qui sont retirés du candidat Confederacja. Et on a à noter un youtubeur de droite, donc c'est assez original, donc un youtubeur de droite très populaire en Pologne, qui avait commencé à se présenter il y a quelques mois avec une campagne qui montait dans les sondages autour de 5-6%. Là, il est plus qu'à 1%. C'est celui que vous voyez tout à droite de la liste là des candidats. Il s'appelle Krzysztof Stanowski. Et c'est assez original. On peut imaginer des youtubeurs de droite français qui se présentent aux élections. Bon, malheureusement, il n'a pas vraiment de parti, pas vraiment de programme, donc il est tombé à 1% dans les sondages, puisque les gens se rendent compte que c'est pas très sérieux. Et enfin, un individu, celui que vous voyez sur la photo, qui est moustachu, donc qui est un nationaliste catholique, qui est à 3% dans les sondages et qui lui souhaite une Pologne qui soit officiellement le royaume du Christ roi. Donc une campagne qui laisse encore pas mal de suspense pour les semaines à venir et qui sera déterminante pour en tout cas ce pays, mais aussi je pense pour l'Europe, puisque la Pologne maintenant a un rôle quand même majeur, au moins militairement, par rapport à ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Ok, pas mal d'infos, merci beaucoup. Plusieurs remarques ou questions. Alors premièrement, séquestrer une gynécologue juive dans son bureau. L'Occident Express se désolidarise totalement de ce geste. On n'approuve pas, hein, vraiment, il faut pas le faire. Non mais c'est vrai qu'ils sont fous là-bas. Non, mais là c'est un candidat particulièrement, c'est-à-dire c'est du, je crois que c'est du jamais vu en Europe là, à l'époque contemporaine. Il est vraiment radical. Il souhaite aussi, il a plein de mesures farfelues, mais notamment la peine de mort. Il évoquait la peine de mort pour les femmes qui avortent. Donc c'est quand même en disant qu'elles ont commis un crime. Donc c'est quand même des choses vraiment extrêmes. Et après il souhaite, alors ça c'est une de ses propositions et c'est pas une blague parce que ça paraît complètement dingue, le Saint-Sacrement. Donc pour ceux qui sont pas pratiquants, donc c'est en gros les hosties consacrées dans une église. Le Saint-Sacrement pour lui doit avoir une protection légale au même titre que le chef d'État de la Pologne, parce qu'il considère que le Saint-Sacrement représente Dieu et que Dieu est au-delà de tout, au-dessus de tout dans le monde, et que du coup le Saint-Sacrement doit avoir une protection juridique telle que le chef d'État polonais, donc quelqu'un qui viendrait lui manquer de respect, devrait être condamné. Donc on est vraiment sur un niveau de radicalité extrême. Et 4% quand même. Alors lui en France ce serait quoi? Parce que on avait l'extrême droite, ça suffisait plus, c'était trop soft. On a eu l'ultra droite. Lui il serait
Ce serait quoi là Je crois qu'il sera en prison en France pour carrément. Un de ses slogans, c'est abat le judéo-communisme. Donc je veux dire déjà rien que ça, c'est là il serait en prison. J'ai une deuxième remarque. Est-ce que la personne qui a 2,1% dans les sondages ne serait pas par hasard de gauche? Alors exactement, elle est de gauche et c'est en fait une militante de gauche qui avait été députée dans les années 2000-2010, une prof à la retraite qui réapparut d'un coup et a réussi à prendre des voix très faibles, mais en fait par des prestations dans les débats télévisés assez attachantes où c'est un peu la mamie finalement qui du coup amène la sympathie, je pense, d'une partie de l'électorat de gauche. Mais à côté de ça, on a une gauche radicale qui monte pour la première fois en Pologne. C'est aussi à noter, c'est le candidat que vous avez à 5,2%, qui est donc il s'appelle Adrian Zandberg. Il est d'origine polonaise, c'est-à-dire que lui est né au Danemark. Il avait la citoyenneté polonaise par ses parents, qui sont des juifs polonais qui ont survécu à l'Holocauste et sont ensuite installés au Danemark. Il est donc né au Danemark, il est revenu en Pologne, où il a monté un parti woke, on peut dire, et là pour le coup vraiment woke à l'occidental. Et dernière petite remarque, youtubeur de droite, on en a au moins un en France, hein, si ça vous intéresse. Allez chercher du côté de Daniel Conversano, vous serez surpris par ce que vous y trouverez. Ok, merci beaucoup Franck. C'était riche, on va suivre les résultats. C'est quand l'élection? Premier tour le 18 mai et deuxième tour le 1er juin. Ah, 18 mai? Il y a les élections législatives portugaises le même jour. Une grosse journée. Ouais. Merci beaucoup Franck. Ouais, 18 mai, grosse journée pour l'Europe. Bogdan, est-ce qu'il y a des news en Roumanie? Je pense que oui, parce que ces derniers temps, ça a pas mal bougé. Allons-y. Ouais, j'en suis persuadé. Je pense que vous voulez que je vous parle du trésor des DAC qui n'a toujours pas été retrouvé. À quoi? Toujours pas? Mais l'enquête progresse. Non, c'est pas de ça dont vous vouliez entendre parler, hein. Mais je pense que vous voulez entendre parler de l'élection présidentielle en Roumanie. Vous savez, celle qui a eu lieu en novembre 2024. Oui, alors laquelle? Parce qu'en fait, des élections en Roumanie présidentielles, il y en a tous les 3 mois, donc de laquelle on parle? C'est pour ça que j'aime ce pays. Il y a des élections présidentielles tous les ans. C'est absolument extraordinaire. En novembre 2024, on a donc eu le droit au premier tour de l'élection présidentielle qui avait vu le candidat Georgescu apparaître de nulle part, qui était à peu près invisible dans les sondages et arriver en tête avec 23% et secondé pour le deuxième tour par une autre candidate qui n'était pas non plus la favorite des sondages, Lasconi, du parti Ouseré, on va dire un parti de centre droit, plutôt progressiste et en tout cas très fermement anticorruption. Et les partis historiques PNL et PCD, c'est-à-dire la droite classique et la gauche classique, avaient été éliminés. Et c'est la raison, de mon point de vue, hein, on entend beaucoup de circonspection, beaucoup de choses à propos de l'éviction de Georgescu par la Cour constitutionnelle roumaine, et les Russes seraient intervenus. On a entendu aussi que Macron et l'UE seraient intervenus. Non, je pense très sérieusement que c'est simplement pour la simple et bonne raison que les partis traditionnels, ceux qui tiennent le pays historiquement, c'est-à-dire la droite, on va dire l'équivalent des LR, et la gauche, l'équivalent du PS, n'étaient pas au deuxième tour, que ce premier tour des élections de novembre 2024 a été annulé. Du coup, ce premier tour a été rejoué sans Georgescu, là, il y a une semaine. Et qui a gagné? Qui a gagné le premier tour? Je vous rappelle le score de Georgescu, 23%. Je vous rappelle que dans les partis nationalistes, il y avait 2 candidats. Georgescu, 23%, Simeon, 14%. Donc le total, 37%. Le seul candidat nationaliste qui a eu le droit de se représenter a été Simeon. Combien a fait Simeon, à votre avis?
37%. 40%. 41%. Ça veut dire que les Roumains, le peuple roumain, a amplifié les résultats du premier tour et a envoyé une grosse claque dans quelle que soit l'institution ou les institutions qui ont essayé de manipuler les élections en Roumanie, leur ont dit nous, non, nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est la droite nationaliste. Alors, on va se calmer 2 secondes. Quand on parle de droite nationaliste, c'est en fait une droite qui est très identitaire, assez souverainiste, qui est, comme à peu près tous les partis Roumanie, libérale et conservatrice, et à l'image de la Pologne. Mais la différence avec le candidat Georgescu, c'est que le candidat Simion est moins anti-UE et anti-OTAN. Il est assez sceptique, mais favorable si la Roumanie y trouve un intérêt sérieux. Il a un vrai sens de la protection du pays. Donc, les Roumains ont choisi 2 candidats hors système. Il faut vous dire une chose, c'est si on fait la somme des candidats de droite, on arrive à quasiment 85%. La Roumanie est à 85% de droite et 15% de gauche. Donc, c'est un résultat que ni l'Europe ni les institutions roumaines n'oseront sans doute remettre en cause. On peut pas jouer 3 fois la même mascarade. Donc, on s'apprête dans une dizaine de jours maintenant à voir un affrontement entre une droite libérale, conservatrice, anti-système et anti-corruption contre une droite libérale, conservatrice, très conservatrice, un peu à l'image de la Pologne, anti-corruption et plus circonspect sur les aspects UE-OTAN. Bon, finalement, c'est gagnant-gagnant, cette histoire, mais tu dis que Simion est d'extrême droite. Oh, merci beaucoup, Bogdan. C'est vraiment passionnant à suivre et on a vraiment hâte de voir le dénouement. On en parle lors de la prochaine émission parce que très bien. Rien ne dit que tout d'un coup les Russes vont pas à nouveau intervenir dans l'élection, comme ils sont intervenus au Portugal pour couper l'électricité, et comme peut-être Ubi ils sont intervenus en Norvège. Je ne sais pas quelles sont les news en ce moment en Norvège, s'il y a des news. Bah écoutez, je vais vous parler donc de la fête nationale, car elle approche, c'est bientôt, c'est le 17 mai. Donc la veille d'élection là, par chez vous en Pologne et Portugal. Donc la Norvège, fête nationale. D'ailleurs, saviez-vous que la Norvège n'a eu son indépendance que il y a merde, c'est combien de temps? Un peu plus de 100 ans. Et donc elle est devenue indépendante de qui, la Norvège? Elle était avec la Suède. En fait, il y a eu un drame. Vous connaissez tous la période viking. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Il y a eu ensuite la Norvège qui s'est développée à l'ère médiévale, jusqu'à ce que soudainement arrive la peste noire. Et la peste noire a été une catastrophe monumentale en Norvège. Ça a tout décimé, et notamment au niveau des villes, et donc toute l'organisation politique, etc. Du pays s'est effondrée. Et donc les Norvégiens se sont mis d'accord avec le Danemark pour passer sous tutelle du Danemark. Comme ça, ils avaient une administration. Et ça a duré ainsi pendant 400 ans, vers les guerres napoléoniennes. Et le Danemark était avec la France. Et vous savez peut-être qu'un certain Bernadotte est devenu roi de Suède, un Français,
qui est devenu roi de Suède, qui est devenu Karl Johan, et il s'est tourné contre la France, et donc il a récupéré la Norvège, à qui il devait donner l'indépendance, mais finalement ils sont passés sous tutelle suédoise. Donc il y a que un peu plus d'une centaine d'années que la Norvège est enfin devenue indépendante. Bon, ouais, donc revenons-en à la fête nationale. La fête nationale, c'est un moment très très populaire, joyeux, magnifique, vraiment, à vivre absolument. Ça n'a rien à voir avec la fête que l'on fête en France. D'ailleurs, on a eu une politicienne, je sais pas si vous vous rappelez, elle était franco-norvégienne. Eva Joly. Ah, la ça salope. petite vision comme ça d'horreur. Elle avait dans ses rêves les plus fous l'envie de supprimer le défilé militaire français et de faire un défilé citoyen ou je sais pas trop quoi à la norvégienne. Un truc un petit peu abstrait comme ça. Mais donc je vais vous raconter comment on le fête. On l'a fête, la fête nationale. Déjà, c'est incroyable. On a l'impression que tout le monde se rend à un mariage. Tout le monde se met sur son 31 ou en tenue traditionnelle. Les fameuses tenues traditionnelles norvégiennes absolument magnifiques. Donc absolument tout le monde partout dans le pays. Les bus, si on est en ville, vers à Bergen ou autre, les bus se remplissent de gens, tout le monde hyper bien habillé. C'est vraiment déjà ça pose une certaine ambiance quoi. Et on se rassemble. Un comité local organise le déroulement de la journée. Ça commence en général par un défilé où les gens du coin, le jardin d'enfants, la chorale, chacun se met derrière son petit drapeau de sa petite corporation, de son voilà, son petit groupe, et on marche en musique derrière le grand drapeau norvégien. Ah oui, une chose, les drapeaux à ce moment-là forcément sont omniprésents. Sur toutes les maisons, chacun sur sa propriété a un mât, et à ce moment-là, au moment de la fête nationale, on hisse le drapeau, et donc on voit partout, à travers tout le pays, tous les voisins, à travers toute la vallée, etc. On voit ces drapeaux gigantesques aux couleurs qui sont vraiment magnifiques. Elles contrastent avec le vert de la nature aux alentours. Le drapeau, il est rouge avec cette croix blanche et bleue, absolument magnifique. Donc revenons-en au défilé. Donc on défile, ensuite on va à l'intérieur d'une salle, tout le monde s'assoit, il y a un discours, il y a des chants avec la chorale, les gens chantent tous ensemble, des chants nationalistes qui font la part belle à différentes choses, notamment le drapeau, qui est une composante de l'identité du pays, de son indépendance, etc. Le drapeau, la constitution, et ensuite nous dînons tous ensemble aussi, pareil, avec un plat norvégien. Tiens, j'avais le lutefisk. Maintenant que j'en parle, non, quelque chose un plat donc un petit peu spécial aussi. Surtout présenté ainsi en français, de la bouillie de crème. Non, de la bouillie de crème. C'est de la crème à la crème. C'est le meilleur truc dans Astérix chez les Normands. C'est le plat divin des Normands. Ah, sérieux? Ouais, il y a de la crème dans tous les plats, mais le must, c'est de la crème à la crème. C'est Olaf Grossbach et compagnie, pour ceux qui se souviennent. C'est un peu ça. C'est de la bouillie de crème, de la crème réduite, je sais pas, ça fait
c'est spécial, c'est un petit peu acide et on mange ça avec du pain plat traditionnel et avec des charcuteries, voilà. Et attendez, c'est pas assez étrange. On met de la cannelle et du sucre sur la crème. Donc cannelle, sucre, bouillie de crème, charcuterie. Un petit peu de plat. Voilà. C'est pas possible. Attends. Un vrai régal. Voilà, c'est pas la peste noire, en fait, qui vous a tous flingué. C'est votre bouffe, quoi. C'est pas possible. Et les enfants, en général, se rabattent sur les saucisses façon saucisse de Strasbourg, qui sont omniprésentes en Norvège, et les glaces. Voilà. Les parents, en général, le mot qui passe, c'est la fête nationale, donc c'est le 17 mai. Ce jour-là, on ne dit pas non aux enfants, ils mangent autant de glace qu'ils veulent pas. D'accord. Voilà, un grand jour de fête, très beau, vraiment à vivre. Est-ce qu'il y a un mât chez toi? Et bien sûr, évidemment. Ouais. Évidemment. Et alors quand on ne hisse pas le drapeau, on met un petit fanion avec les belles couleurs toujours. Et le drapeau, petit aparté du coup, puisqu'on est lancé là-dessus, le drapeau se hisse pour diverses occasions. Donc rappelons au passage que la Norvège c'est un pays de marins à la base, donc j'imagine que c'est pour ça qu'il y a des mâts à peu près partout. Et du coup, quand il y a un événement à marquer, on hisse le drapeau, comme par exemple donc la fête nationale. Ça peut être un anniversaire d'une personne de la famille royale. La victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, ou alors les anniversaires des membres de la famille. Quand on fait la fête chez soi, on hisse le drapeau. Voilà. Et lorsqu'il y a un enterrement, on a le drapeau à mi-mât jusqu'à ce que la personne soit en terre, et à ce moment-là, tout le monde hisse le drapeau jusqu'au sommet. Est-ce que tu trouves des occasions pour hisser le drapeau français? Ah non, mais quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Je suis en Norvège, je vais pas mettre revendiquer mon mon petit territoire, l'arracher à la Norvège en hissant mon drapeau français. Quelle idée. Hein? Est-ce que certains vont hisser le drapeau d'autres nations sur un autre sol que le leur? Ah bah, il y a que ça en Suisse. Les drapeaux étrangers dans les jardins et tout, sur les fenêtres. Alors, au Luxembourg, c'est la même chose, hein. Il y a du drapeau portugais, italien. C'est vrai qu'en Pologne, ça se fait pas, à part un petit peu de drapeau ukrainien, mais bon, c'est très rare. Par contre, juste dans les manifestations, les événements, etc. Par exemple, c'est le seul moment où moi j'ai pu amener un drapeau français, c'était à la marche patriotique qu'il y a tous les 11 novembre à Varsovie, où on était un petit groupe de braves français, et là on avait amené des drapeaux français pour montrer notre soutien. Alors c'était drapeau français et drapeau polonais, hein, les deux ensemble, hein, c'est pas que drapeau français, mais pour montrer voilà que les Français soutenaient également les patriotes polonais. Très bien, oui, effectivement, c'est extrêmement désagréable de voir hisser des pavois étrangers comme le drapeau algérien en France. Mais je dois dire qu'en Roumanie, j'ose amener le drapeau français dans quelques événements, notamment des sports qui sont très marqués par la France, comme le rugby ou la pétanque. Quand je vais assister à un match de rugby, j'amène mon drapeau français, et je dois vous dire que j'ai un succès fou. Tous mes voisins me tapent dans le dos, me félicitent, et c'est très agréable. Et moi, au Luxembourg, j'ai une petite ruse parce que le drapeau luxembourgeois, c'est bleu, blanc, rouge, mais dans l'autre sens. Donc, en fait, je passe inaperçu. Tu le tiens à l'envers, salopard. Ah
Lucius, merci beaucoup, Ubi. Merci. C'était encore une régalade. Lucius, dis-nous tout, pour la Suisse. Alors mon actu sera pas toute récente parce que là j'ai regardé récemment, donc il n'y a pas d'actu chez nous. Vraiment, ça va soit parler de problèmes climatiques, soit de produits dangereux qui ont été retirés de la vente, soit c'est que des news étrangères. Donc du coup, on va quand même parler d'un record qui a eu lieu récemment. Hein. Donc on a déjà vu un record météorologique avant. Donc là, on va voir aussi dans la partie suivante un record scientifique. Mais avant, on va parler évidemment de ce record culinaire hein, qu'il y a eu en Suisse récemment, enfin juste à côté de la Suisse, là, en Valais. Alors, The plus grande raclette of the world, c'est le nom officiel de l'événement. La plus grande raclette du monde a été préparée le 5 avril 2025 à Martigny, en Valais, avec 4893 participants et 361 racleurs volontaires. Record absolu. Presque le double du précédent record établi à Saint-Étienne, en France, en 2024. Alors, ont été consommés durant cet événement 2 tonnes 0,37 de fromage raclette du Valais AOP, hein, appellation protégée, 1 tonne 2 de patates, 1212 bocaux de cornichons et de petits oignons et 1500 bouteilles de vin. Alors, le record ne sera pas inscrit dans le Guinness Book parce que ça coûte trop cher de le faire. L'organisateur Eddie Baifar ayant déclaré, il n'y a pas besoin d'homologuer. On sait qu'on est les meilleurs et c'est tout ce qui compte. Voilà, j'ai essayé de faire l'accent local, mais je maîtrise pas encore très bien. Alors, excellent, ça donne envie. Ouais, ça donne super envie. Alors pour ça, là, tu es en train de diffuser une image. Alors, vous allez essayer de deviner, est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est de l'IA? Ah, ça se voit. Il y a un truc gros comme une maison qui saute aux yeux pour répondre à ça, mais on va voir si les spécialistes sont parmi vous. Le gras du jambon, pas du premier, mais des autres. C'est pas un persillage normal. Ouais, effectivement, non, mais je veux dire, qui chez nous fait couler du fromage fondu sur du fromage pas fondu, quoi. Ça n'existe pas, ça, on met sur les patates. Ah, merde, oui. On met sur les patates, nom de bleu. Ça c'est ChatGPT, quoi. Et puis surtout, Lucius, est-ce que vous utilisez vraiment des poêlons comme ça? Parce que c'est quoi la vraie raclette, finalement? Alors, oui, il y a des machines, alors ça, c'est évidemment, donc en gros, le poêlon avec l'appareil à raclette et puis donc la raclonnette qui est le petit outil en plastique pour racler le fromage. Ça, c'est le truc qu'on fait chez soi à petite échelle, quoi. Mais la vraie raclette, c'est vraiment un four où on met une demi-meule dessus. Ça chauffe donc depuis dessus et puis ensuite on racle le fromage à partir de ce four. Ça, c'est la vraie raclette telle qu'ils l'ont faite donc dans cet événement. Jambon blanc, jambon fumé, viande des grisons. Alors ça, d'ailleurs, c'est pas trop classique d'avoir de la viande pendant la raclette chez nous. Par contre, on va l'avoir à l'apéro dans ce qu'on appelle l'assiette valaisanne, et qui est donc du pain de seigle avec de la charcuterie servie comme ça, et donc du vin en général. Mais ça c'est servi dans tous les types d'événements. Genre, il y a une assemblée du comité d'une association. Ben à la fin, il y a le verre de l'amitié, pardon, avec l'assiette valaisanne. Donc le record du monde de la plus grosse raclette pour la Suisse. On a battu les frontaliers. Ouais. Français, pardon. Ouais. Merci beaucoup, Lucius. Et enfin, pour l'actu du Luxembourg, je vais vous emmener au Japon, puisqu'en avril a débuté l'exposition universelle, dont le thème est concevoir la société future pour nos vies. C'est donc raccord avec le thème de notre émission. Et donc, je suis allé voir ce que propose le Luxembourg, puisqu'il y a, figurez-vous, un pavillon luxembourgeois. Et dans ces pavillons, pendant les expos universelles, il s'agit de montrer le meilleur de ce que le pays est capable d'offrir. La proposition centrale du pavillon luxembourgeois, qui est là pour présenter ce que le pays est capable d'offrir de mieux, eh bien, ce sera une piste de jeu de quilles. Et c'est un jeu assez populaire dans les bars du Luxembourg. C'est un peu l'équivalent des fléchettes pour les Anglais ou peut-être du baby-foot pour les Français, si vous voulez. Mais bon, à mon avis, on risque pas de faire un strike cette année avec cette attraction pas très très innovante. Mais tu plaisantes, il y a vraiment pas autre chose?
Apparemment, le Luxembourg, ce qu'il a de mieux à offrir au monde en ce moment, c'est une piste de jeu de quilles. Voilà. Bon, et justement, en parlant d'innovation, entrons maintenant dans le cœur du sujet de l'émission d'aujourd'hui, avec notre troisième rubrique, la locomotive, et parlons de l'Europe du futur. Je vais demander à nos chroniqueurs comment leur pays prépare l'avenir. Est-ce que c'est un sujet chez eux? Quels sont les secteurs de pointe en recherche, sciences, techniques, industrie? Et après ça, on terminera par un passionnant concours de la meilleure innovation. Restez bien à l'écoute. Allez, on se lance avec la Suisse du futur. Lucius. Alors, la Suisse du futur. Alors, imaginez dans votre esprit un instant tellement court que vous ne pouvez pas l'observer. Eh bien, l'invention de l'année en Suisse permet d'observer cet instant. C'est un laser à impulsion ultra courte, développé par l'équipe de Ursula Keller à l'ETH Zurich, qui produit des impulsions d'une durée avoisinant 1 attoseconde, à une fréquence de 5,5 MHz, avec une puissance moyenne de 550 watts et des pics atteignant 100 MW. Record absolu. Ne vous inquiétez pas, on va vulgariser tout ça. Donc cette avancée repose sur l'utilisation d'un disque mince de cristal, genre saphir ou rubis, d'une épaisseur de 100 micromètres, qui sert donc d'amplificateur au laser. Ce cristal est également dopé à l'ytterbium. Donc pour les lasers, comme pour Tour de France, ma foi, c'est grâce au dopage qu'on repousse les limites du possible. Dans le domaine scientifique, ces impulsions ultra courtes et puissantes pourraient être utilisées pour des mesures de précision, notamment en spectroscopie et en imagerie ultra rapide, permettant d'observer des phénomènes se produisant à l'échelle de l'attoseconde. Alors la question qui est sur toutes les langues, c'est quoi une attoseconde? Ben oui, c'est quoi une attoseconde? Alors les préfixes dans l'ordre, on va réviser, donc milliseconde, microseconde, nanoseconde, picoseconde, femtoseconde, attoseconde. 0,1801. Mon collègue Palouf du podcast Le Comptoir pourra confirmer ou infirmer mes propos. Alors pour illustrer à quel point c'est court, une attoseconde, on va donc comparer avec un phénomène ultra court que chacun peut se représenter, un clic de souris d'ordinateur. Alors quand je clique, je sais pas si vous entendez, ça fait clic-clic, ça fait un clic quand j'appuie et un clic quand je relâche le bouton, donc ça provoque 2 bruits de clic à un intervalle de 60 millisecondes, soit 16,66667 Hz, mais la phase sonore du clic lui-même, le son d'un seul clic, n'est que de 3 millisecondes. Donc j'ai vérifié, sur Audacity, j'ai enregistré un clic de souris, j'ai mesuré, ça fait 3 millisecondes. Et donc, si je clique le plus vite possible comme un sagouin, là, clic, 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 dans un jeu vidéo pour canarder l'ennemi avec mon gun, je génère des impulsions sonores de type clic, donc, de 3 millisecondes à une fréquence de 16 par seconde. Donc, notre laser du futur, là, imaginez, lui, il génère plutôt des impulsions d'une attoseconde à une fréquence de 5 500 000 impulsions par seconde. 5,5 MHz, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez votre clic de souris, vous le divisez par 3 millions de milliards et vous avez la durée d'une impulsion de notre laser suisse révolutionnaire. On pourra donc isoler et observer des phénomènes 3 millions de milliards de fois plus courts que le temps d'un clic. Alors, la question finale, c'est quoi le but de ces lasers? Alors, si j'ai bien tout compris, mais j'ai pas compris grand-chose, j'essaie de vulgariser comme je peux. Le but, c'est de pouvoir observer des phénomènes à petite échelle au niveau des électrons et à terme, pouvoir bombarder des photons sur des électrons et donc faire des micro-découpes, du micro-usinage à l'échelle moléculaire. Par exemple, vous voulez couper un truc déjà très très petit. Par exemple, vous voulez couper un cheveu en 4, c'est le seul exemple que j'ai trouvé. Alors vous faites votre découpe de cheveux au laser, et puis là il y a un électron qui est pas bien aligné, ça fait pas joli, et plank, avec le laser à impulsion, vous pulvérisez l'électron, et c'est tout bon, votre cheveu est coupé bien droit. C'est ça aussi la précision suisse. Voilà, avec plank, c'est le bruit que fait un électron pulvérisé. Comme Max Planck. Voilà. Comme Max. On me dit que mon quota d'attosecondes sur cette rubrique est épuisé, donc je m'arrête là. Voilà, merci de votre patience. Donc, les Suisses ont inventé un super coiffeur qui sera super fort à Counter-Strike parce qu'il peut cliquer... Pour couper les cheveux en 4. Voilà. Et ça sert à quoi? Mais je l'ai dit, à faire des micro-découpes au niveau moléculaire ou quelque chose comme ça, ou à observer des phénomènes, je sais pas comment ça marche après pour isoler. Mais concrètement. Tu le vois sur la photo qu'on diffuse ici, voilà. Si tu vois les mécanismes, comment ils sont faits. Est-ce que ça se mange?
Non, mais sur Wikipédia en anglais, je crois qu'il y a une page qui s'appelle Attosecond Physics. Et là, il y a plein de trucs avec des intégrales et des fonctions mathématiques qui expliquent le truc. Donc c'est tout un sujet. Il y avait les événements physiques de la femtoseconde. Et maintenant, on passe aux événements physiques de l'attoseconde, qui sont encore 1000 fois plus courts. C'est superbe, c'est superbe. Lucius, tu nous as pas beaucoup parlé de l'environnement, de l'innovation, de la technologie en Suisse. J'ai une petite question pour toi. Oui. Et pour tout le monde d'ailleurs. J'ai recherché le classement des pays les plus innovants dans le monde. À ton avis, Lucius, où se classe la Suisse? Je sais pas, on doit être 13e ou 14e. Eh bien, tu te trompes. La Suisse est première mondiale dans le classement Global Innovation Ranking. Bah, c'est des innovations tellement incroyables, enfin, tellement de pointe que les gens lambda, ils comprennent même plus à quoi ça sert, quoi. Et comment ça se passe en Suisse au niveau recherche? Je sais qu'il y a des mécènes, ce genre de choses. Le pays est plutôt libéral. Est-ce qu'il y a quand même des financements étatiques, ce genre de choses? Alors je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a jamais le budget pour rien chez nous. Enfin, notamment voilà, ce qui me concerne tous les jours, comme les trains, les choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a jamais le budget. Je vois des gares qui mettent 15 ans à être faites, ou bien des autoroutes qui mettent 30 ans à être construites. Donc je sais pas, à mon avis, oui, il y a des thunes, mais je sais pas. Je sais même pas d'ailleurs comment ils arrivent à quand même faire des choses dans l'université, alors que la seule actualité que je vois dans les médias de base, c'est que les universités sont bloquées par des pro-palestiniens ou d'autres manifestants. Mais enfin bon, ils arrivent quand même à faire des trucs, apparemment. Voilà. Peut-être que les scientifiques sont également manifestants à d'autres heures, puis à certaines heures ils bossent et à certaines heures ils manifestent. Je sais pas, c'est un autre monde en fait. Moi, j'ai pas fait l'université, du coup. Voilà. Bah oui, c'est bien connu qu'il n'y a pas d'argent. C'est bien connu qu'il n'y a pas d'argent en Suisse. Oui, c'est... Je vous dis qu'il n'y a pas de budget. Non, mais il y en a pour les actionnaires et tout, mais il n'y en a jamais pour les projets. Peut-être pour le petit peuple. Peut-être que c'est lié, l'État a moins de budget, donc il y a plus d'argent. Je sais pas, faudra peut-être réfléchir. Enfin bref, on s'égare. Merci beaucoup, Lucius. Donc, rappelle-nous le nom de ton invention que tu entres dans notre course à la meilleure invention de toute l'Europe. Alors, c'est un laser à impulsion ultra courte. Très bien. Et c'est une version plus... Enfin, ça existait déjà, mais c'est une version qui fait des impulsions encore plus courtes. D'accord. Vous aviez un gars qu'on connaissait en France qui a fabriqué un avion qui était censé faire le tour du monde sans moteur, enfin sans fuel, uniquement Solar Impulse. Exactement, Solar Impulse. Ouais, exact. Ouais. Il a réussi son tour du monde ou il en est où? J'ai pas de nouvelles, je vais voir. J'ai pas de nouvelles. Il faudrait peut-être que quelqu'un aille le chercher parce que ça fait longtemps qu'on a fait quand même. Alors, je sais pas pourquoi, il y a rien après 2016 sur Wikipédia, donc je sais pas. Je connais un des chefs de projet qui a travaillé sur le sujet et qui a participé à l'aventure. Je n'ai pas souvenir d'un grand éclat de victoire, de succès. On a réussi. Donc, je ne sais pas. Je crois que ça n'a pas marché. Okay. Il se serait arrêté en Norvège pour non pas se ravitailler, mais pour prendre un bon repas. Et on ne l'aurait plus revu depuis. Non, il s'est arrêté en Écosse parce qu'il y avait plus de soleil. Puis l'avion, il a pas voulu continuer. Mais c'est une expérience qui date il y a une bonne vingtaine d'années. Hein. Oui, mais Bogdan, il faudra réessayer j'ai 47 ans, je suis presque un boomer. Vu le climat qu'il y a ce printemps, il devrait faire un avion à énergie pluvieuse. Non mais, alors ça dépend où. Au Portugal, il peut voler toute l'année. Hein. Ah, non mais en fait, ce serait intéressant de réessayer avec. En fait, les cellules des panneaux photovoltaïques sont beaucoup plus performantes. Et s'ils n'ont pas pu à l'époque, pour des questions d'efficience et de performance de la technologie, peut-être que maintenant c'est possible. Enfin bon, ils ont dû passer à autre chose, les gars. Mais peut-être que quelqu'un d'autre reprendra le flambeau. Merci beaucoup, Lucius. Bogdan, en Roumanie, comment ça se passe la technologie? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des atouts? Est-ce qu'on innove? Fais-nous un peu rêver.
tu verras à l'occasion du concours l'épine des meilleures innovations, parce que j'amène une innovation qui aura plus d'un siècle. La Roumanie, c'est un pays qui a une vraie tradition d'innovation, sauf qu'elle date d'il y a un siècle. La Roumanie, c'est un pays d'ingénieurs et d'artistes, et pas du tout de commerciaux. Et puis le communisme est passé par-dessus et a ratatiné toutes les velléités à apporter des nouveautés au monde. Je pourrais faire une liste incroyable d'innovations qui ont été apportées par la Roumanie au 19e, au début du 20e siècle, mais ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Non, ce qui se passe, c'est que la Roumanie était le pays low cost de l'Europe il y a encore 10-15 ans, et de très nombreuses industries s'y sont implantées. Et puis, les coûts salariaux ont augmenté, les salaires ont augmenté, et la Roumanie ayant une tradition d'avoir de très bonnes universités et fournissant de très bons scientifiques, de très bons ingénieurs, ces usines pas chères continuent à exister, mais avec maintenant de la robotisation à outrance. Donc la Roumanie s'est spécialisée d'une part sur cet aspect, mais la nouveauté, et c'est assez récent, ça date d'il y a 4 ou 5 ans, c'est que la Roumanie n'accueille pas seulement des usines low cost, mais maintenant des centres de recherche et de développement pour les plus grandes entreprises, pour le moins européennes et même parfois mondiales. Je vais pas citer, mais juste pour la France, Renault a le deuxième plus gros centre de recherche, d'ingénierie et de développement du monde. Le premier est en France, naturellement. Le deuxième est en Roumanie, devant la Corée, le Japon, le Brésil, etc. Il y a près de 6 ou 7 000 ingénieurs qui travaillent là-bas. Et on pourrait citer la même chose pour les plus grandes entreprises françaises, des entreprises italiennes, etc. Il faut comprendre la mentalité des Roumains aujourd'hui. C'est un peuple d'ingénieurs. Ils ont été bridés dans leur innovation pendant des années. Ils ont envie de donner le meilleur. D'ailleurs, Zuckerberg disait lui-même, la deuxième langue parlée dans mon entreprise, c'est le roumain. Les Roumains sont partout, les ingénieurs roumains sont partout, mais la Roumanie produit peu de brevets, peu d'innovations. Elle en a fourni par le passé, et néanmoins, la Roumanie est un early adopter. Dès qu'une innovation apparaît dans le monde, elle apparaît tout de suite sur le marché roumain, immédiatement, et elle est accaparée par le peuple. Le peuple roumain est un peuple qui aime l'innovation, qui n'en produit plus pour le moment. Mais à l'image de la Chine, parce que je considère que la Roumanie est un peu la Chine de l'Europe, ça a été un pays pas cher, et maintenant ça devient un pays de technologie. Dans les années qui viennent, et parce que des centres, après que les usines se soient installées en Roumanie, maintenant ce sont les centres de recherche et développement qui s'y installent, dans les années qui viennent, la Roumanie va devenir un pays de nouvelles technologies, d'innovation, et je regrette, parce que c'est un peu mon métier, que pour le moment ça ne le soit pas encore, mais j'ai de très très belles années devant moi de business. Tu veux dire que la Roumanie était la Chine de l'Europe et que les Roumains ont été bridés? Oh, j'allais la faire. Ok, donc, intéressant. Donc un peuple fort en ingénierie, qui aime l'innovation, qui n'a pas encore
complètement l'infrastructure, enfin rattraper son retard, mais qui devrait pouvoir le devenir dans les années à venir. D'après toi, Bogdan, quel est le classement mondial de la Roumanie? Bon, ils ont listé que 133 pays. Bon, alors, est-ce que la Roumanie fait partie de ces 133 pays? J'en suis convaincu. La Roumanie, de manière générale, au niveau business, PNB, etc., se situe à peu près au 40e. D'ailleurs, la Roumanie s'apprête à rentrer dans l'OCDE. C'est quand même assez sympa, assez intéressant. La Roumanie intègre le club des pays riches. Je pense que néanmoins la Roumanie est en retard au niveau innovation, mais va progresser très fortement dans les années qui viennent. Aujourd'hui, elle doit être au 60e rang dans ces eaux-là. Bah, honnêtement, je suis impressionné, t'es pas loin du tout. La Roumanie est 48e. Ah, donc vois. Ça colle complètement avec ce que tu disais. Bon, 48e mondial, dernier au niveau Union européenne, mais 48e mondial et en progression constante. Eh ben, j'étais un peu pessimiste, mais je suis ravi qu'elle soit déjà au 48e rang mondial. Merci Bogdan. Bogdan, qu'est-ce que tu voudrais entrer dans la compétition pour la meilleure innovation européenne de ces dernières années? Imaginez que cette voiture, qui a globalement une forme de goutte d'eau, Ou de chaussures. C'est un vélo, non? imaginez les véhicules au début du XXe siècle. Vous voyez des grands capots, des ailes qui couvrent des roues, des CX infernaux de 0,50, 0,60. Un ingénieur roumain, en 1922, a conçu cette voiture en se disant la meilleure forme pour pénétrer dans l'air. C'est le tout premier à parler d'aérodynamisme dans l'automobile, a conçu ce véhicule. Non seulement il l'a conçu, il l'a fabriqué, il l'a vendu. 1922. CX, le CX, le coefficient de pénétration dans l'air, 0,22. 22. Il n'y a aucune voiture moderne qui ait un tel coefficient de pénétration. Moi aussi, j'ai un coefficient de pénétration dans l'air de à peu près 0,22, donc ça m'impressionne pas des masses. C'est un exploit à cette époque. Ça veut dire que les Roumains sont capables de, vous savez, think out the box, penser différemment. À l'époque où les voitures avaient des gros châssis, des gros moteurs, des ailes, des grandes roues, etc., il a conçu en 1922 une voiture qui avait un CX de 0,22. Il a parcouru toute l'Europe avec. Il a fait plus de 120 000 kilomètres avec cette voiture. Ça illustre la capacité d'innovation, même si ça date de plus d'un siècle. Ça illustre la capacité d'innovation des Roumains. C'est think out the box. Wow, non, elle est belle. Où se situe l'avant de la voiture, s'il te plaît, Bogdan? À droite. Ah, à l'avant. À l'avant, oui, à l'avant. À l'avant, c'est à droite. Ah oui, et le volant, il est à droite, dis donc. Eh oui, le volant est à droite. Purée, ouais. C'est une goutte d'eau. L'avant est toujours à droite. Très bien. Donc l'innovation récente de Roumanie pour le concours, c'est cette magnifique goutte d'eau de 1922. J'avoue qu'elle est superbe et en 1922. Et c'était pas une plaisanterie quand je disais que c'était un vélo, parce qu'en fait maintenant ils font des vélos pour faire des grandes distances jusqu'à des 100 km, etc., allongés, avec un peu une forme optimisée pour pénétrer l'air. Et voilà, tout ça vient de ce Roumain qui avait eu l'idée de réfléchir à ça, pour lui dire ça. Merci beaucoup Bogdan. Mais maintenant, je peux vous citer d'innombrables autres innovations roumaines. T'as pas un truc plus vieux? le feu. J'ai des choses plus récentes.
Allez, Manele. les lunettes 3D qui vous permettent de voir au cinéma des films inventés par un Roumain. Ok, c'est à peu près ridicule comme innovation, ça change pas le monde. Le stylo plume avec des cartouches inventé par des Roumains. L'insuline qui permet aux diabétiques de réguler leur taux de sucre dans le sang et réguler leur crise. Inventé par Nicolae Paulescu. Le CD-ROM multicouche. Le premier avion, alors ça c'est contestable, le premier avion avec un moteur jet, Henri Coenda. Son avion n'a jamais volé, mais il a inventé le premier moteur à réaction en 1910, bien avant les Allemands, à la fin de la guerre. Le premier siège éjectable. Les avions, les Roumains sont très, très automobiles aéronautiques. Hein. Le premier siège éjectable inventé par un Roumain. Mais là, je vous parle d'innovation du début du XXe siècle. Hein. C'est un peuple. C'est vraiment un peuple d'ingénieurs et d'artistes avec de l'imagination. Le seul souci, c'est que ils ne sont absolument pas vendeurs. Ce ne sont pas des commerçants. Et c'est peut-être un point qu'on va aborder plus tard. Qu'est-ce que les braves peuvent apporter à un pays? Quelles opportunités? La Roumanie manque de commerçants. On vend leurs innovations. L'État et les entreprises roumaines ont fait un gros travail pour assainir toutes les situations et n'avoir que des entreprises de bons talents techniques et ne savent pas exporter. La Roumanie c'est à peu près le seul pays en Europe qui puisse être autonome au niveau énergie, gaz, pétrole, électricité, charbon, etc. Qui puisse être autonome au niveau alimentaire, qui ait quelques terres rares, le minimum, qui a des talents de l'ingénierie et qui n'a pas de commerce pour exporter. Venez, si vous êtes brave, que vous êtes bon, apprenez la langue. En 6 mois, vous apprenez le roumain. Venez en Roumanie, apprenez la langue et allez exporter les talents dans tous les domaines. Les domaines de pointe de l'industrie moderne en Roumanie, c'est l'énergie, l'agriculture, l'agronomie, la banque, l'automobile, les chantiers navals, l'aéronautique, tous les équipements d'industrie, machines électriques, etc. C'est un pays qui est au carrefour de l'ancien monde, l'Europe occidentale, et du nouveau monde, la Russie. Quoi qu'on en pense, c'est un pays d'avenir. Le Proche-Orient qui se développe, et notamment la Turquie, qui est un gros pays industriel aussi. Hein, on n'aime pas forcément les Turcs, mais il faut admettre que c'est un pays qui se développe et qui reste. La Roumanie reste aussi basée sur des industries ancestrales, mais solides, avec l'industrie du bois, de la charpente, du meuble, etc. Bref, quel que soit votre métier, si vous avez un peu de courage, venez en Roumanie pour l'ingénierie, pour la production et surtout pour le commerce. Merci. Donc il faut être courageux pour venir s'installer en Roumanie, mais il y a vraiment de l'avenir dans la Roumanie du futur. Oui. Et je pense qu'il faut être très très courageux pour venir s'installer en Norvège, mais est-ce que la Norvège du futur va nous faire rêver? Alors, écoutez, évidemment. Donc la Norvège, c'est un pays qui s'est développé relativement tôt, hein, relativement tard avec l'arrivée du pétrole. À partir de là, ça a été la grosse explosion, et depuis, ça n'arrête pas de performer et d'aller de l'avant. Et on se retrouve avec pas mal d'innovations dans
tout un tas de secteurs, que ce soit la robotique, l'informatique, etc. La gastronomie. Alors figure-toi que les chefs norvégiens ont gagné de nombreux concours ces dernières années. Alors certes, pas en faisant de la cuisine norvégienne. Bon bref. Au niveau de l'innovation, il y a un secteur qui, je trouve, est assez intéressant d'étudier. Parce que la Norvège, elle est connue pour avoir été donc un pays maritime qui a tenu par la pêche et puis par ses flottes marchandes et la qualité de ses bateaux depuis l'ère viking. Et aujourd'hui encore, ils sont très bien représentés. Ils bossent là-dessus. Alors ils sont pas les seuls. Hein. Il y a la France, le Japon, etc. qui bossent dessus. Ce sont des bateaux. Et donc dans le monde du futur, les bateaux de fret sont à voile. Voilà, ça c'est le futur. Alors à voile oui, mais pas des voiles en toile comme on les connaît. Alors du coup, ils font des ailes modernes qui n'ont rien à voir avec les ailes anciennes. Ça ressemble plutôt à des... En fait, attends, il y a plusieurs types. Il y en a certaines qui ressemblent, les premières qu'ils ont faites, à des ailes d'avion, mais posées à la verticale, et qui peuvent du coup commander depuis la cabine, les faire tourner dans le bon sens, voilà, suivant le vent. Ça, c'est les premiers modèles qui sont arrivés, puis ils ont continué à les développer. Maintenant, il y a des voiles qui, en fait, sont rondes. Il y a un système d'aspiration qui augmente la pénétration du vent, la portée, quelque chose d'assez spécial. Vous pouvez le voir là sur la photo, ça ressemble à rien, mais ça fait avancer le bateau et ça fait économiser énormément de carburant. L'économie de fuel des voiles rigides, de 5 à 8% d'économie. Les voiles à aspiration, comme celles qu'on voit sur ce bateau-là, elles font économiser jusqu'à 10%. Ensuite, il y a, je crois que tu les as sur le bateau vert, voilà. Alors là, on le voit pas, mais c'est un autre type de voile. Du coup, c'est un petit peu bizarre de l'appeler voile. D'ailleurs, celle-ci, elle s'appelle les Rotor Flettner. Pour décrire à nos auditeurs, c'est comme s'il y avait deux gros tubes d'aspirine posés à l'avant et à l'arrière du bateau. C'est exactement ça. Et, donc, ce sont des grands cylindres verticaux en métal ou en composite qui tournent autour de leur axe. Et lorsque le vent les balaye, la rotation engendre un différentiel de pression qui crée une poussée latérale convertie en traction vers l'avant. Voilà. Donc ça souffle dans n'importe quel sens, ils arrivent à le faire partir vers l'avant. Et alors ça c'est pas mal, ça fait économiser de 5 à 15%. Et alors là, ce bateau en particulier, il équipe avec un moteur, un moteur hydrogène. Donc c'est un truc sur lequel ils bossent pas mal en Norvège. L'hydrogène, donc ça c'est pas mal. Mais alors le plus étonnant, c'est une innovation du coup typiquement norvégienne dans le domaine maritime. C'est ce bateau-ci qui en fait est pensé comme une grande aile. C'est pour ça qu'il a cette forme particulière, parce qu'en fait le vent va le balayer et il va utiliser le vent pour avancer, en utilisant tout le corps du bateau. C'est un cargo pour transporter des voitures, celui-ci. C'est le Vindship, le bateau à vent, quoi. Voilà. Et alors donc, il a une coque aérodynamique qui agit comme une voile rigide pour capter le vent et ainsi propulser le navire. Donc c'est très singulier. Particulier, n'est-ce pas? Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je savais pas que les Norvégiens étaient un peuple de marins comme ça, enfin, je veux dire récemment. Eh ben, c'est comme ça. Après la peste noire, la seule activité qu'il y a eu dans le pays, en gros, hein, c'était les fermiers le long des côtes, et du coup, la navigation et ils construisaient les bateaux qui faisaient le tour du monde avec le fret de l'époque.
pendant des centaines d'années. Et à la période viking, pourquoi les Norvégiens ont excellé autant en navigation? Ben il faut voir le pays, l'imaginer sans tous ces tunnels, qui y en a des milliers, sans tous ces ponts. Les seules voies empruntables, ce sont les voies navigables, parce que ben voilà, en hiver, la neige, etc. Les montagnes partout par milliers font que le plus simple, c'est de se foutre à l'eau et de faire un petit tour par la mer, quoi. Donc depuis la nuit des temps, ils sont sur les flots. Lucius. Oui, alors j'ai une remarque par rapport j'ai une remarque pour les signaleurs de vertu écolo et tout, qui veulent qu'on réduise notre empreinte carbone à tout bout de champ. Déjà, l'invention est incroyable, d'essayer de rendre plus écolo les cargos, mais ces gens qui nous disent tout le temps dans des articles de journaux en Suisse que il y a eu tel petit truc durable, tel petit truc vert, machin, ils parlent jamais de ça. Et d'un autre côté, ben il y a énormément de produits chez nous qui sont importés. Je sais pas quel pourcentage de notre nourriture vient de loin et importé principalement par cargo, et c'est un des transports qui pollue le plus, et ça on le rappelle jamais. Et je trouve intéressant de voir qu'il y en a qui prennent ce problème à bras le corps. Alors après on retrouve ça en Norvège, qui est une nation avec beaucoup de bateaux, c'est logique, je dirais, mais enfin on en entend parler, quoi. Pourquoi les journaux ne nous parlent pas plus de ce genre d'invention là? Chez nous aussi, petit pays sans accès à la mer qu'est la Suisse, plutôt que de nous parler de je sais pas qui dans un bled quelque part aux États-Unis qui est anti-Trump et qui a fait un truc qui récupère des racines de trucs pour faire de la nourriture durable, quoi. Je crois que le vrai changement au niveau de la pollution et puis de notre mode de vie, il est là, quoi. Si on veut pas se passer de l'importation, ou si on peut pas se passer de l'importation de nourriture, parce que tout le monde veut vivre en Suisse et pas ailleurs, commencer à attaquer le problème des cargos qui polluent et puis faire réduire cette empreinte-là, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'on en parle, quoi. À ce propos, avec ce bateau-ci, je l'ai pas dit, mais la réduction de consommation de carburant, donc vous vous rappelez, là, les voiles bizarres, on était sur autour de 10% en général. Là, avec ce bateau, aussi bizarre soit-il, on arrive à 60% d'économie de carburant. Ah, c'est impressionnant, c'est vraiment le futur, hein. C'est clair. Et niveau émissions de CO2, puisque c'est le truc tendance, 80% de réduction. Donc, si on veut prendre des nouvelles de l'évolution du prototype, ça s'appelle donc Windship, puis ça s'écrit Skip. Correct. Okay. Windskip. Ok. Ubi, à ton avis, la Norvège se situe où dans le Global Innovation Ranking? Je dirais, c'est pas un pays libéral, donc il peut pas être à la pointe, mais en même temps, il investit beaucoup avec toute son économie de pays riches dans l'innovation, etc. Je dirais un truc comme 25, 23, un truc dans ces eaux-là, quoi. Vous m'impressionnez, les gars, parce que la Norvège est 21e classement. Donc, voilà. vous êtes tous vraiment dans la cible, c'est pas mal. C'est pas mal. Bravo. Et tu voulais je voulais que tu nous proposes une innovation norvégienne pour notre concours de la meilleure innovation européenne, oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, je l'ai. Alors, elle est aussi dans une démarche quelque part un petit peu écolo. Moi, elle me plaît bien au niveau agriculturel. C'est un truc simple et en même temps compliqué. C'est de l'argile naturelle liquéfiée. Liquide. Alors, en gros, vous dites de l'argile avec de l'eau. Alors, c'est pas aussi simple. Ouais. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais avant, je vais vous donner son utilisation et pourquoi c'est génial. Pour faire des poteries. Ils utilisent ça, par exemple, dans un milieu très hostile comme un désert. Ils ont fait des tests d'ailleurs réussis aux USA et en Irak aussi.
ils utilisent ça et ils arrivent du coup à économiser énormément d'eau et donc à reverdir le désert. Et donc les sols pauvres, les sols désertiques, enfin c'est fabuleux quoi. Et donc au niveau de l'agriculture, il y a un gros gain de production. Alors donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la terre, ils mettent un peu d'eau, et là, de l'eau dynamisée, de l'argile, de l'eau, oui, mais c'est pas si simple. Hein, faudrait pas que ce soit trop facile. De l'argile, c'est la composition de l'argile montmorillonitique ou kaolinique avec de l'eau pure et de l'air que l'on va réduire en myriades de bulles. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on va hydrogénéiser le tout. C'est là tout le truc. Il y a de l'argile en suspension, 1,5% dans l'eau, qui traverse un homogénéisateur où s'alterne régime laminaire et turbulent à 45 jusqu'à 135 degrés. Voilà, si vous comprenez, vous me le dites. Je comprends pas trop, mais il y a un truc violent qui se passe, quoi. Tu vois, 135 degrés, ça chauffe, ça s'éclate, ça fait des flocons, des particules. Les flocons s'exfolient. Il s'entoure d'une gaine d'eau cationique. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau des électrons, qui du coup est aussi intéressant pour le transport d'énergie dans le sol lui-même, pour lui redonner vie, pour le vivifier. Et voilà. Et donc la magie opère. On utilise ça. Et alors c'est magnifique. Oui. Parce que, en utilisant ça, la rétention d'eau dans le sol, donc imaginez le désert, etc., la rétention d'eau, elle augmente, on passe jusqu'à quasiment 50%. On fait un gain de 50%. Donc c'est monumental. Ouais, non, c'est Voilà. excellent, Donc, c'est excellent. Donc, on prend de la terre, de l'eau, on chauffe et on fouette vigoureusement et puis ça améliore la qualité du sol. Hein, c'est cool. Les Norvégiens sont toujours très écolos, hein. Diminution de la consommation, des émissions de CO2, augmentation de la productivité du sol. Ouais, ça passe bien avec la Norvège, tu vois, nature okay. Et tout. Hein Merci beaucoup. Ça peut pas tellement être testé à Bergen ou dans des coins aussi pluvieux que ça, je pense. Là, ça, en Norvège, ça sert à rien, en fait. Parce qu'en fait, vous avez déjà de l'eau et du pétrole, donc en fait, toutes vos inventions, c'est pour le monde, quoi. C'est sympa. On le fait pour les autres. Donc voilà, aux Émirats, en Égypte, grâce à ça, ils font un rendement de tomates de plus de 416%. Merci. Merci. Voilà, merci les Nordiques. C'est bizarre. L'histoire du monde, tu vois, des peuples se répète quelque part, tu vois. Il y avait des gens, les Yamnaya, des gens, etc. Ils sont venus, ils ont transporté des savoirs à d'autres peuples. Ben, aujourd'hui encore, on a un petit peu la même chose qui se passe. Des peuples qui ressemblent à certains autres du passé, qui se déplacent vers un peu les mêmes zones et leur apportent des savoirs qui leur permettent de se développer un peu plus. Ouais, c'est vrai. Hein? En parlant d'histoire qui se répète, Franck, la Pologne du futur, ça ressemble à quoi? Alors, la Pologne du futur, c'est tout un programme. Effectivement, aujourd'hui, la Pologne a pas mal de retard sur d'autres nations européennes avec une économie qui est très industrialisée et liée à son passé communiste et donc à une industrie lourde qu'elle a héritée donc de cette époque-là, qui a été modernisée. Aujourd'hui, la Pologne est la 5e puissance industrielle de l'Union européenne et en croissance assez forte. Hein. C'est un des pays qui a la plus grosse croissance des 20 dernières années en Europe. Et donc aujourd'hui, tout est axé sur une modernisation et surtout rendre l'industrie plus propre. Puisque effectivement la Pologne est le plus gros pollueur en termes de gaz à effet de serre de l'Union européenne
avec des centrales électriques à charbon qui produisent de l'énergie. Alors c'est un avantage, c'est que c'est de l'énergie locale et entre guillemets au niveau du PIB du pays gratuite puisqu'elle est produite en interne, puisque le charbon est extrait de mines qui sont en Pologne, mais effectivement c'est très polluant. Donc aujourd'hui, il y a deux gros projets de centrales nucléaires en cours. Bon, elles vont pas être terminées avant 2040 et elles commencent déjà à prendre du retard, donc ça risque de décaler encore l'échéance. Mais effectivement, aujourd'hui, le gouvernement veut essayer de continuer sur la voie industrielle, mais d'essayer de monter en gamme son industrie et de la verdir pour aussi la population locale. Puisque l'hiver, on a des hivers assez pollués en Pologne, surtout dans les zones industrielles près des montagnes, la région de Cracovie par exemple, la région de Katowice, qui sont des régions très industrielles, enclavées dans des montagnes et donc du coup très polluées l'hiver, avec des niveaux de pollution parfois qui atteignent ceux de l'Inde sur quelques journées au niveau de l'hiver. Donc c'est en diminution d'année en année, donc ça s'améliore, mais il y a encore pas mal de boulot. Donc ça c'est la grande piste, on va dire, aujourd'hui du gouvernement pour aller vers une Pologne plus moderne et plus verte. À côté de ça, bien sûr, aujourd'hui l'IA est à la mode et dans le domaine de l'IA, les Polonais veulent essayer de briller au niveau européen. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites, de programmes qui sont faits avec des défiscalisations pour attirer les centres de recherche. Alors je dis l'IA parce que la Pologne se targue aujourd'hui et est heureuse en tout cas d'avoir un des cofondateurs d'Open AI qui est donc vice-président de Open AI aujourd'hui, qui s'appelle Wojciech Zaremba, qui donc vit bien sûr aux États-Unis, mais polonais, a été formé à l'université de Varsovie avant ensuite de partir aux États-Unis, et qui du coup a embauché pas mal de Polonais dans son équipe chez OpenAI. Et aujourd'hui, il essaie de miser en fait sur ce succès-là pour développer toutes les formations dans le domaine IT et essayer d'attirer un maximum de centres de recherche IT, un peu ce que Bogdan nous disait sur la Roumanie, c'est-à-dire de grandes entreprises occidentales, américaines essentiellement, qui montent des centres de recherche un peu plus low cost pour elles en Pologne. Donc c'est le cas de Microsoft, Cisco, Google et autres, qui ont aujourd'hui tous des centres de recherche assez importants en Pologne même. Et aujourd'hui, le gouvernement essaie de pousser dans cette voie et de développer les formations dans le domaine IT. Donc ça, c'est aussi important pour essayer, effectivement, je parlais avant d'économie assez fortement industrialisée, mais c'est d'aller vers du tertiaire. Et aujourd'hui, Varsovie attire de plus en plus justement d'entreprises dans les services, que ce soit l'IT, les services financiers et autres, qui ont tendance à utiliser le fait que la Pologne ait des compétences montantes et déjà de bon niveau, on va dire, avec des coûts quand même salariaux qui restent un peu moindres par rapport à l'Europe de l'Ouest. Et du coup, pour parler d'une innovation en particulier, alors aujourd'hui, comme vous le savez, la Pologne est à la présidence de l'Union européenne, la présidence tournante. Donc actuellement, c'est la Pologne qui détient cette présidence. Et il y a une fierté polonaise parce que je crois que c'est assez inédit, en tout cas au niveau européen, c'est d'avoir développé une application. Donc ils essayent de vendre ce système, Tusk essaye de le vendre à d'autres pays. C'est un système qui s'appelle Blik, donc qui en fait appartient à une entreprise polonaise qui s'appelle PSP, qui est à l'origine une entreprise qui a été start-up cofondée par 6 banques, donc c'est assez inédit, avec l'idée que ça date de 2014, la Pologne devait essayer d'innover dans le domaine bancaire avec un système qui est en fait une application qui est intégrée aujourd'hui à l'ensemble des applications bancaires de toutes les banques qui se trouvent sur le marché polonais et également de banques ou de sociétés financières étrangères type Revolut qui aussi l'ont intégré à leur application de base. Et donc en fait Blik c'est lié à votre numéro de téléphone que vous avez enregistré donc dans votre application bancaire. Et ça vous permet de générer des codes que vous pouvez utiliser en 2 minutes pour payer, retirer de l'argent à des distributeurs automatiques ou envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs Blik. Donc ça paraît simple comme ça. En France, on avait un système un peu similaire à une époque, je sais pas si ça existe encore, qui je crois s'appelait Lydia, qui permettait d'envoyer de l'argent comme ça avec des sortes de SMS. Blik, c'est un peu le même principe, mais de façon beaucoup plus évoluée. Aujourd'hui, clairement, par exemple, vous avez oublié votre carte bancaire,
Ça m'est arrivé. Vous êtes à une caisse d'un magasin, d'un supermarché. Vous dites comment je fais. Alors, si vous avez effectivement Apple Pay, vous pouvez éventuellement utiliser votre smartphone. Sinon, vous allez sur votre application bancaire, ça vous génère ce code-là et en fait, vous le rentrez sur le clavier de paiement de la carte bancaire et ça valide le paiement. Et vous avez quand même une petite notification dans votre application bancaire qui apparaît pour demander si vous êtes OK pour payer. Si vous dites oui, ça permet de payer. Et donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui voulait envoyer de l'argent immédiatement, qui se trouve devant un distributeur de billets, vous lui donnez votre code. Lui va rentrer ce code BLIK dans le distributeur de billets qui est devant lui et va pouvoir retirer de l'argent qui viendra de votre compte et vous validez bien sûr dans l'application. Donc, il y a un système de sécurité à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la Pologne essaye de vendre cette application. Ça a déjà été fait en Slovaquie, mais essaye de la vendre à d'autres pays. Et 8%, l'équivalent de 8% du PIB du pays transite par cette application aujourd'hui. Donc c'est 60 milliards d'euros sur un PIB d'à peu près 750 milliards. Donc 8% en gros du cash qui circule dans le pays passe par ce système-là. Donc c'est relativement innovant. Pour, à l'échelle de la Pologne, encore une fois, on n'est pas sur c'est assez simple comme concept, mais ils ont réussi à intégrer en fait ce système simple et surtout à en faire une plateforme qui sert à toutes les banques aujourd'hui dans le pays et qui est devenue incontournable et que toutes les entreprises commerçantes, commerciales d'ampleur nationale, donc toutes les chaînes de supermarchés, de magasins de vêtements, etc., ont aussi adopté comme moyen de paiement quand vous êtes dans leur magasin. Donc voilà un exemple pour dire que la Pologne, on a l'image de la Pologne souvent en France, les années 80, c'est-à-dire les mineurs, c'est Solidarnosc en fait pour les Français. La Pologne, c'est Lech Walesa, les Polonais avec les moustaches, les pioches, etc., qui sortent de la mine. Mais effectivement, aujourd'hui, la Pologne essaye de développer une industrie aussi un peu plus de pointe, on va dire, et d'aller vers le tertiaire et l'IT. Et je pense qu'il y a quelques belles réussites aussi nationales comme CD Projekt dans les jeux vidéo, Comarch dans les logiciels, etc., qui sont des grandes entreprises polonaises et là pour le coup purement polonaises, c'est-à-dire pas d'investisseurs étrangers, mais qui appartiennent à des Polonais. Et du coup, c'est le but du gouvernement aujourd'hui d'aller dans cette voie-là. Donc voilà, il n'y a pas d'innovation révolutionnaire, mais des innovations qui vont dans le bon sens. D'autant que vous êtes, à ton avis, d'après toi, au classement global. Alors au classement, je dirais 42e. Putain, comme ça. Vous êtes des vous connaissez hyper bien vos pays. 40e, la Pologne. Voilà, donc j'étais pas loin. Je me permets d'enchaîner directement avec le Luxembourg parce que lorsque tu as dit que la Pologne s'efforçait de passer du secteur secondaire au secteur tertiaire, ça m'a frappé parce que c'est exactement le challenge du Luxembourg, mais pour l'étape d'après. Depuis les années 2000, le Luxembourg est en grande perte de vitesse sur le secteur financier. Et donc, le sujet de l'innovation et du futur du Luxembourg se pose depuis pas mal d'années parce qu'ils réfléchissent à savoir comment est-ce que l'économie va fonctionner après le déplacement du secteur tertiaire et du secteur financier. Et donc c'est intéressant parce qu'au Luxembourg, donc il y a une vraie réflexion et un vrai projet qui a été mis en place au niveau du gouvernement. Le Luxembourg a décidé de devenir un hub d'innovation et de mettre en place toutes les conditions pour que les innovations techniques, technologiques puissent apparaître. Donc ils ont développé la fibre partout dans le pays, ils ont financé des centres de recherche publics, ils mettent en place toute l'infrastructure, comme par exemple la mise en place d'un supercalculateur, Meluxina, égalité des chances. Et donc tous ces efforts d'innovation, ils sont corsetés par une sorte d'idéologie bien pensante. Et à mon avis, ça va mettre des freins importants à ce qui va pouvoir être développé au Luxembourg. Donc je dirais que raisonnablement le Luxembourg va rester dans le peloton de tête bien au chaud, mais il y a rien qui sortira du Luxembourg qui sera vraiment révolutionnaire. Remarque, est-ce que tu connais un pays où il n'y a pas cette idéologie, comme tu dis, les États-Unis, le pays le pays le plus innovant au monde. Ouais. C'est un peu de là-bas que ça vient, donc finalement c'est un peu tout le monde. Le pays qui innove le plus actuellement, c'est les États-Unis. Ouais. Et je sais pas si on peut contredire ça malgré ce classement que nous a trouvé
Tu nous as trouvé notre ami à Pax. Enfin, je sais pas si t'es prêt à affirmer que la Suisse innove plus que les États-Unis. Alors, non. En fait, le ranking que j'ai trouvé, c'est un composite de différents facteurs. Donc, c'est le nombre d'étudiants en troisième cycle dans les sciences dures, le nombre de brevets déposés sur les dernières années, le nombre d'échanges internationaux. Donc, c'est tout un blabla. La Suisse est première, la Suède est deuxième, les États-Unis sont troisième. Mais effectivement, il y a beaucoup plus d'innovations qui nous touchent, qui viennent directement des États-Unis. Le Luxembourg est combienième? Le Luxembourg est 20e, juste au-dessus de la Norvège et juste en dessous de l'Irlande. Et en fait, je pense que le Luxembourg va rester tranquillement au chaud dans cette catégorie-là. Pour attirer du personnel compétent, ce sera bien. Donc, si vous êtes compétent en informatique, en data, venez au Luxembourg, vous serez choyé. Mais vous attendez pas à être le prochain Elon Musk. Vous allez pas casser les codes au Luxembourg. Pas pour l'instant. Ouais, alors, je disais qu'on va pas faire des miracles au Luxembourg, sauf pour l'innovation que je vais vous présenter tout de suite. Puisqu'au Luxembourg, nous avons dévoilé il y a quelques mois une invention qui risque de faire un malheur, puisqu'il s'agit du super noir. Donc accrochez-vous, parce que comme vous le savez, bon, le noir... Là, j'ai peur, là. J'ai peur. Est-ce que tu vas nous parler de QI ou pas? Bah, oui, on part sur un sujet comme glissant. Vous le savez, le noir est utilisé dans de nombreux domaines en Europe, et de plus en plus, mais ça ne donne pas toujours satisfaction. C'est pourquoi la start-up Stray Protect a développé, après des années de recherche, le Super Black. Alors, le super noir, qu'est-ce que c'est, allez-vous me demander? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Peinture de bagnole. Soit ça, soit un écran à fort contraste, un truc comme ça, quoi, un noir. C'est comme il y avait le Vanta Black, c'est un truc encore plus noir, c'est un matériau, quoi. Vous êtes bon parce qu'en fait, effectivement, le super noir, c'est une peinture noire à base de nanoparticules et de nanotubes de carbone disposés avec soin qui permet d'absorber la quasi-totalité des rayons lumineux et qui pourrait servir pour, par exemple, tartiner des engins spatiaux qui veulent pas du tout absorber de rayonnement ou du matériel optique de pointe comme les lasers développés en Suisse actuellement. Alors, c'est pas encore le Wakanda, mais c'est une invention pleine de promesses. Ça peut être l'innovation qui remporte le prix de la meilleure innovation européenne. À moins que... c'est utile. C'est encore un truc de recherche. C'est vrai que c'est utile. À moins que chez toi, Drongo, il y ait mieux. Alors, comment c'est le Portugal pour tout ce qui est innovation, futur, le futur du Portugal, le Portugal du futur? Alors, le Portugal est un très petit pays, encore bien rural sur une grande partie de sa superficie, mais des grands pôles technologiques se sont développés dans les grandes villes, notamment à Lisbonne. Alors, côté IA, on a un consortium dans le pays qui s'appelle Accelerate.ai, piloté principalement par l'entreprise Define AI et qui est bien financé, qui développe des assistants virtuels en portugais et en visant aussi les pays européens. Et le but, c'est d'automatiser 80% des services clients pour les services publics et privés à court terme. Et figurez-vous que j'ai trouvé ça, j'ai cherché pour ma chronique, on va dire. J'étais surpris parce que un jour j'attendais un colis, je suis allé sur le site de la Poste portugaise et la page où on met son numéro de suivi, ça marchait pas bien, enfin, j'avais pas les infos que je voulais. J'ai ouvert un chatbot et je me suis dit non mais bien sûr les chatbots, ça va être nul. Je vais mettre mon numéro de colis, ils vont me dire une réponse toute pourrie qui ressemble à un copier-coller tellement c'est les années 2000. Et en fait, j'ai expliqué mon problème et ça a répondu comme si c'était ChatGPT. Donc en fait, ça fonctionne déjà et c'est utile au quotidien. C'est un peu comme le Lucie là, le chatbot français, sauf que là pour le coup, ça a pas fait de bruit, mais ça marche. Et sinon, cette entreprise fait aussi des jeux de données spécialisés de haute qualité parce que vous savez que un des points les plus cruciaux pour faire des modèles de plus en plus intelligents,
c'est d'avoir des jeux de données de qualité. Et donc, ils sont spécialisés là-dedans aussi, principalement. Sinon, au niveau de l'écosystème startup de Lisbonne, on a aussi un gros pôle blockchain. Ceux qui s'intéressent à l'écosystème blockchain en France doivent savoir que de nombreuses personnes connues dans cet écosystème vont au Portugal. À Lisbonne, il y a beaucoup de digital nomades, comme on dit, y compris des personnes qui bossent dans la blockchain. Peut-être parce que le gouvernement fait pas la guerre aux entrepreneurs dans ce domaine comme en France. Peut-être aussi que c'est l'effet de réseau, je sais pas, mais en tout cas à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. À l'image de Ethena, donc une start-up lisboète qui, pour ceux qui connaissent, fait un des stablecoins les plus connus et de la tokenisation d'actifs financiers sur la blockchain. D'ailleurs, elle vaut quasiment 1 milliard maintenant, il me semble. C'est quasiment une licorne. Et donc cet écosystème start-up, il est pas mal nourri par à la fois les entreprises, les universités, des partenariats publics-privés, des systèmes de mentorat, incubateurs. C'est un peu une mini San Francisco finalement, hein. Le soleil, l'écosystème tech. Il y a des événements internationaux. Un des prochains étant ETH Global, qui est un des plus grands hackathons compétition de programmation informatique au niveau blockchain et qui change de pays. Et là, ça va être à Lisbonne au mois de mai, donc ce mois-ci. Sinon, en termes d'industrie, le Portugal est plutôt en retard. Il s'est industrialisé très tard, en fait. Il est resté très agricole, s'est industrialisé très tard, mais il y a quand même quelques réussites, notamment récemment, le transporteur militaire Embraer C390 Millennium, surnommé Lusitania, qui est un des meilleurs transporteurs, parmi les deux meilleurs, quoi. Il y a un américain et le portugais, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, et qui peut transporter 26 tonnes et qui a une vitesse croisière de 870 km/h, ce qui fait quand même beaucoup vu le transport, et qui a déjà été adopté par l'Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Suède et la Corée du Sud. Donc, pour un petit pays de 10 millions d'habitants, c'est quand même une belle réussite. J'ai parlé pas mal des startups et de l'industrie, mais l'innovation se limite pas du tout à ça. Parfois, elle prend prend une forme très concrète dans nos vies. Et donc, j'aimerais vous présenter deux innovations qui sont à la fois insolites et sympathiques. Donc, la première, c'est le Sense Glove de la startup Gluma. En fait, c'est un gant connecté bourré de capteurs qui récupère plein de données sur la zone qu'on touche avec, la zone étant les seins d'une femme, et ensuite, à partir de ça, il permet de faire des examens à domicile, et donc on peut détecter jusqu'à 86% des cancers du sein. Et c'est quand même, ça peut servir. Et à la base, c'est quand même prévu pour un auto-examen. Ah d'accord, c'est chaque personne qui s'auto, d'accord. Et donc dans le même genre, nous avons le Quenchi qui propose un dispositif manuel portable capable de transformer instantanément de l'eau de mer en eau potable, donc de dessaler de l'eau sans électricité. Et quand je dis manuellement, c'est-à-dire que il y a une manivelle, vous mettez de l'eau salée dedans, vous tournez et ça sort de l'eau que vous pouvez boire. Donc ça s'adresse à des campeurs ou des personnes qui pourraient être dans des situations de détresse, et ça aussi, ça pourrait sauver des vies. C'est génial. C'est magnifique. L'idée, ça serait de faire ça à l'échelle d'une ville. Mais il faudrait combien de personnes qui pédalent? Effectivement, comme tu le soulignes, ce serait très intéressant de dessaler l'eau de mer, mais au niveau des grandes quantités, c'est encore trop cher. Cet appareil, il a sûrement, j'ai pas spécialement creusé, mais à mon avis, il y a des pièces à remplacer, des filtres ou des produits à remplacer, et je pense que c'est pas encore rentable. Ça ne le sera que quand la technologie aura bien progressé ou quand il y aura beaucoup moins d'eau douce, et que pour l'instant c'est pas une question d'énergie, c'est vraiment on n'est pas arrivé au point où c'est rentable de dessaler l'eau de mer. Mais du coup, pour résumer, le Portugal est plutôt un petit pays, pas très industrialisé, encore très agricole, mais il y a quand même des pôles tech très intéressants, surtout à Lisbonne, aussi un peu à Porto et dans d'autres villes.
Notamment, cet appareil vient de Braga, une ville dans le nord, et dans des secteurs un peu niches comme les biotechnologies et la blockchain, fintech, etc. Il y a des choses très intéressantes qui voient le jour. Et personnellement, en tant que techno-optimiste et personne qui bosse dans la tech, je suis content d'y habiter aussi pour ça. Avant qu'on aborde le classement mondial du Portugal, j'ai investi dans une start-up portugaise et j'en suis ravi. Elle me donne un bon rendement. Voilà, il y a les mecs au champ qui font le même boulot qu'il y a 200 ans. Et il y a quand même à côté, dans les grandes villes, des startups. C'est quand même sympa. Et du coup, pour le classement mondial, en fait, c'est très très dur de répondre sans connaître les critères. À quel point les critères sont per capita, enfin par habitant, parce que si c'est pas par habitant, mais si la Suisse est première, ça l'est forcément dans une certaine mesure. Et je dirais quelque chose comme 40e peut-être. Oh, c'est incroyable. 31e le Portugal. Bravo. Ah, bravo, ok. Bravo les gars. On a Bravo. vraiment les chroniqueurs, vous connaissez bien vos pays. Merci Drongo et merci à tous pour ce panorama de l'innovation, enfin du futur de l'Europe du turfu. Bien sûr, c'est une émission courte, donc on n'a vraiment pas le temps d'aborder tous les sujets en profondeur, mais ce dont on a pu déjà se rendre compte, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que les différents pays d'Europe ont une vision un petit peu différente, chacun, mais tout de même très complémentaire, parce qu'on travaille sur différents sujets, de différentes manières, mais on va tous de l'avant. Et je pense que c'est ça aussi la belle diversité de l'Europe. C'est pas seulement dans les traditions, dans les monuments et dans la culture des différents peuples, mais c'est aussi dans la façon avec qu'on a d'aborder et de se projeter dans le futur. Je trouve que c'était vraiment passionnant. Je refais un tout petit tour des innovations donc qui nous ont été présentées pour notre concours de la meilleure innovation européenne. Donc nous avons pour la Suisse le laser à rayonnement ultra fin. Impulsion courte. Le laser à impulsion courte. Pour la Norvège, nous avons l'argile liquide. Pour le Portugal, nous avons le désalinisateur instantané manuel. Pour la Pologne, nous avons une application bancaire de paiement quasi instantané également. Pour la Roumanie, un ancêtre, hein, une voiture goutte d'eau. Non, ok. Pour la Roumanie, vous voulez que je vous mette... c'est pas illustré, parce qu'il n'y a pas d'illustration. Ouais. Les constructeurs automobiles, il y a 20 ans, concevaient un véhicule en 4 ans. La révolution, il y a 15 ans, c'était de le concevoir en 3 ans. Et puis, il y a eu un challenge, concevoir un véhicule en 2 ans. Comprenez que plus on réduit le temps de conception d'un véhicule, moins ça coûte cher, et donc moins le véhicule est cher. Et avec les changements de technologie, passage électrique, intégration des technologies, des crash tests, etc., c'est de plus en plus compliqué. Le centre de recherche dont je vous ai parlé de Renault Dacia en Roumanie, qui doit compter près de 5000 ingénieurs, est le premier centre de conception de véhicules au monde qui est capable, vient d'annoncer là très récemment, ils sont capables de concevoir un véhicule en 50 semaines, en moins d'1 an. C'est ça la vraie innovation. Ouais, belle perf, effectivement. Et donc, pour le Luxembourg, le super noir, la peinture de l'espace. Voilà, chers auditeurs. On adore les super noirs. On adore les super noirs et ça va nous permettre d'aller dans l'espace. Donc, que demander de plus? Ben voilà, on a fait le tour de l'Europe du futur. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des envies de voyage. C'est bientôt le terminus pour nous. On aime bien les trains, mais à un moment, il faut quand même s'arrêter.
un dernier mot de la part de nos chroniqueurs? Donc votez pour faites votre choix dans les commentaires, votez pour votez pour l'invention la plus futuriste. Oui, parmi les 6. Oui, nos auditeurs, votez pour l'invention la meilleure. Un des votants sera sélectionné pour recevoir un prix très sympa. Franck, c'était ta première parmi nous. Comment ça s'est passé? Eh ben très bien, très bien. Je pense que c'est un excellent projet d'essayer de justement profiter de la présence de nous tous dans différents pays pour en connaître voilà les activités, les traditions, l'actu et également le futur comme on en parlait aujourd'hui. Donc heureux d'être avec vous, heureux d'être parmi vous. Eh bien, merci à tous d'être restés à bord de l'Occident Express jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à nous soutenir, à nous suggérer des thèmes, des chroniques. N'hésitez pas à visiter le site des Braves, www.lesbraves.org. Au revoir et à une prochaine fois. À la prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.